Vous avez raison de nous choisir, merci de l'avoir fait. C'est la suite de cette série de magazines consacrés à un domaine dont on parle moins dans notre pays et dans nos médias. Oui, l'environnement, REDD+, développement durable. La suite, c'est donc la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, incluant la conservation, la gestion durable et l'augmentation du stock de carbone, qu'on appelle REDD+. Mais on ajoute une nouveauté, c'est le tourisme et le développement durable. Au Congo-Kinshasa, l'invité, c'est M. Fimpa Tuizana. Tuizon sur ce plateau. Bienvenue une fois de plus. Merci, M. Lumbala. Vous demeurez enseignant à la faculté droit de l'université de Kinshasa, où vous dispensez le cours du droit, de l'environnement. Et vous êtes également auteur de quelques publications scientifiques après vos études donc au Canada, à Montréal, où vous avez défendu votre thèse dans ce domaine de prédilection pour vous. Vous venez de publier un autre article dans les cahiers africains de droits de l'homme et de la démocratie ainsi que du développement durable à la faculté droit de cette université. L'article est intitulé « Droit international, public de l'environnement et participation locale en République démocratique du Congo, perspective interdisciplinaire ». Il faut dire qu'au-delà de ce que vous êtes à l'UNIKIN, vous êtes expert en REDD+, développement durable, forêt et participation locale. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, très bien. Et voilà, la République démocratique du Congo, avec des chiffres aujourd'hui, nous allons beaucoup ressourcer ce que nous tenons comme discours. La RDC abrite, vous le savez, chers téléspectateurs, la zone la plus importante et la grande des tourbières de la planète Terre. Il s'agit de ces pièges à carbone naturel capables de conserver ou de capter et de stocker 3 ans de pollution du monde, ce qui est énorme, mais 3 ans de pollution du monde, mais ce géant écologique du monde n'en tire pas grand profit. Vous allez le savoir pourquoi. Et on ne doit pas se limiter là. On doit relever les défis et nous imposer en tant que leader dans ce domaine, deuxième poumon forestier. Monsieur Fimpa, nous allons prendre un extrait, l'extrait est du document de recherche des Britanniques sur les tourbières. Nous prenons juste un extrait. Greenpeace, qui était dans cette recherche, nous en a donné l'aval, nous l'avons contacté. Cet extrait, on revient à vous. Merci. C'est une découverte fondamentale pour l'environnement et pour la planète. Au fin fond du bassin du Congo, la forêt vierge abrite une gigantesque tourbière, un écosystème méconnu qui a cette faculté de stocker du carbone. Concrètement, 3 années de pollution mondiale sont enfouies au cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument sous peine d'accélérer le changement climatique. L'expédition scientifique chapeautée par Greenpeace a établi son camp de base dans le petit village de Bozukela. Dès l'aube, accompagnés de villageois, 2 chercheurs partent à l'assaut de la forêt, en quête de cette tourbe. Ici, le passage entre les arbres là. La découverte des tourbières congolaises est récente. Il s'agit maintenant pour ces scientifiques de mesurer leur importance. Au bout d'1 kilomètre dans la forêt, les voilà déjà rassurés. Ça, c'est de la tourbe superficielle. Là, c'est une bonne tourbe. Nous allons monter maintenant l'équipement pour commencer à extraire. La tourbe, c'est cette accumulation de vieilles feuilles qui se décomposent lentement du fait de l'humidité de la forêt. Un écosystème en soi qui a cette particularité d'absorber le carbone. Grâce à cette sonde, les chercheurs mesurent sa profondeur, près de 3 mètres, et jaugent sa qualité. Vous voyez, tout est concentré.
qu'il y aura une forte concentration de carbone là-dedans. C'est passionnant quand on voit les résultats qu'on attend et surtout quand on commence à voir des choses merveilleuses comme ça. Les premiers éléments sont plus que concluants. Tout porte à croire que les prévisions des scientifiques sont exactes. Le bassin du Congo abrite la plus grande zone de tourbière au monde, sur plus de 145 000 km², plus grande que l'Angleterre. Un puits de carbone, un des poumons de la planète, mais aussi potentiellement une bombe à retardement. Les tourbières, elles nous aident parce qu'elles retirent du carbone de notre atmosphère. Donc, si on les protège, elles nous aident à réduire les effets néfastes sur le changement climatique. Mais au contraire, si on les détruit, ça amplifiera le changement climatique. Sans forêt, pas de tourbière, d'où la nécessité absolue de la protéger. Or, au Congo, la forêt, c'est d'abord une ressource exploitée. Le bois est coupé puis vendu. On peut le voir tout le long du fleuve. 1 mètre cube peut se vendre plus de 100 €, presque un mois de salaire moyen au Congo. Cet arbre est un molongo. Tout le monde en achète, mais nos plus grands clients sont des Chinois. Mais le vrai danger pour les tourbières vient de l'exploitation industrielle, car l'État congolais vend sa forêt. Voici la carte des concessions d'ores et déjà accordées. Une partie, celle qui se remplit de rouge, empiète déjà sur les tourbières. Théoriquement, l'attribution de nouvelles concessions forestières est suspendue depuis 2002. Mais 3 permis viennent d'être accordés à des entreprises chinoises, dont 2 se trouvent, elles aussi, sur les tourbières. Un problème de gouvernance dans le pays, dans tous les secteurs, et les secteurs forestiers est l'un des plus corrompus dans le pays. Quand les hommes d'affaires chinois vont jusqu'à prendre des zones qui sont vraiment proches des tourbières, et entre-temps, à Pékin ou à Beijing, les gens ne savent plus bien respirer, ils ont de cache-nez à tout moment, mais ce sont des zones qui continuent à aider. Mais lorsque tous ces bombes vont exploser, je crois que ça sera encore catastrophique à leur niveau. La découverte des tourbières rend urgente la prise de conscience de la population locale. C'est important de protéger les tourbières. Un argument qui n'est pas forcément simple à accepter. Nous vivons des arbres, nous les vendons en échange avec l'argent. Les Chinois viennent acheter. Alors, vous nous demandez de garder ces tourbillons, de ne pas déforester. Alors, nous qui vivons de ces arbres, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Arriver à intéresser les habitants de la région, les transformer en gardiens de la tourbière, c'est bien une partie de notre avenir qui se joue en ce moment sur les rives du bassin du Congo. C'est très révoltant, M. Fimpa. Oui, on parle d'une richesse incommensurable. D'abord, là, c'est donc la tonne de CO2, ça vaut 100 €. C'est énorme. On ne voit pas les retombées. Les cubes de bois, ça se vend, pas de retombées, ni parmi les populations locales, ni dans le budget national, juste un petit rien qui arrive au budget national. Monsieur Fimpa, quelles sont les causes de cette embrouillamini? Oui, merci beaucoup, M. Lumbala, pour la question. Et votre question elle est pertinente. Donc, je dirais que la raison est simple, c'est-à-dire que le secteur forestier n'est pas organisé. Donc, c'est plus les côtés informels qui priment sur le formel. Vous avez vu, il n'y a aucune répercussion sur le budget national, sur la richesse nationale. Mais j'aimerais quand même faire un commentaire sur la vidéo que nous venons de suivre. 3 petites leçons à tirer. La première, c'est que dans les tourbières, ce sont des pièges à carbone naturel qui ont cette faculté-là d'absorber 3 ans de pollution de l'humanité. Donc, les tourbières nous aident à retirer les carbones de la planète. Comme a disait l'accord de Paris, d'ici à 2050, nous devons vivre dans un monde sans carbone. Donc, le monde doit être décarbonisé. Deuxième leçon, sans forêt, il n'y a pas de tourbières. Donc, la nécessité absolue de protéger la forêt. Troisième et dernière leçon à tirer de cette vidéo-là, les communautés locales, vous voyez, les communautés locales n'ont pas d'alternative. Elles vivent de ces arbres. Elles se plaignent même de la bataille des arbres et des permis confiés aux Chinois, à tel ou tel.
on voit que, voilà, Moulinga, comme on dit à Kinshasa, eux n'ont que la misère comme tasse de thé. Tout à fait. Donc, elles n'ont pas l'alternative, elles n'ont pas une autre solution que de pratiquer la déforestation ou le déboisement. Parce qu'elles vivent la forêt, c'est une seconde vie pour les communautés locales. Alors, nous offrons l'alternative. Nous leur proposons une alternative. L'alternative, c'est le programme RED+. C'est le mécanisme RED+, qui viendra soulager la misère de ces populations. Et nous allons le démontrer tout à l'heure. Alors, nous allons y aller graduellement. D'abord, quelles sont les retombées justement du RED+, qui est votre domaine des prédilections et développement durable, en termes d'échéancier? Nous allons parler chiffres, soyez précis et concrets. Tout à fait. Donc, je commence d'abord par l'implémentation. Donc, l'implantation ou le lancement du RED+. Donc, je donne des délais. Donc, de 2020 à 2021, ce sera consacré, n'est-ce pas, à l'implantation. Et il y aura des objectifs à court terme. De 2021 à 2022, dont nous allons réaliser 8 milliards de dollars américains avec l'implantation du RED+. Donc, ça sera déjà la mise en œuvre, l'application du projet RED+. 8 milliards de dollars américains entre 2021 et 2022. C'est ça les premières retombées sur le plan économique. Très bien. Deuxième objectif à moyen terme, donc de 2022 à 2023, nous aurons 15 milliards de dollars américains qui seront renfloués dans les caisses de l'État. Objectif à moyen terme. Et enfin, les objectifs à long terme, c'est au-delà de 2023. Plus de 20 milliards de dollars. Dites-nous comment ces milliards vont être mobilisés. Les partenaires ont des difficultés, les économies tous, ils ont des problèmes à l'interne. Et vous amenez 20 milliards aujourd'hui pour un pays comme le nôtre, dont la gestion est décriée aussi avec des politiciens qui se montrent peu transparents dans la redevabilité. D'où viendraient les 20 milliards d'ici 2023? Très bien, merci beaucoup pour la question. Donc, il y a différentes rubriques. D'abord, la vente des crédits carbone. Les partenaires extérieurs ont intérêt que les processus RED+ aboutissent dans notre pays. Parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire le rachat de ces CO2-là, donc les dioxydes de carbone qui sera sauvé par la RDC. Vente des crédits carbone. La tonne équivaut à peu près à plus de 100 €. 100 € la tonne, c'est énorme. Deuxièmement, la gestion rationnelle des tourbières, dont nous aurons des compensations financières des pays développés. Donc, quand nous allons gérer de façon écologique les tourbières, donc la RDC va représenter un puits net de carbone équivalent à 20 mégatonnes de CO2, de dioxyde de carbone. C'est énorme, M. Lumbala. Ensuite, il y aura l'exportation du bois. Donc, nous allons faire un inventaire de tous les arbres que nous avons dans le pays et nous allons déforester les vieux arbres pour permettre aux jeunes arbres de réaliser la photosynthèse dans la forêt. Alors, cette déforestation-là favorisera l'exportation qui va faire rentrer des devises dans le pays. Ensuite, nous aurons l'organisation périodique des colloques, des sommets, des ateliers liés au climat. Donc, notamment la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, source génératrice de recettes. Est-ce que vous êtes dans les contextes actuels plombés par Covid-19? Il y en a qui parlent de la Covid ou du Covid, blanc, bonnet, bonnet blanc. Actuellement, les conférences, c'est par vidéo ou visioconférence. Ça sera difficile de se déplacer comme par le passé. On va épargner peut-être sur le plan financier. Les entreprises ou les compagnies aériennes vont subir des coûts formidables, des coûts négatifs. Alors, comment on va tirer profit de telles conférences sur le climat? Oui, M. Lumbala, le coronavirus n'arrêtera pas la planète. L'économie sera relancée. Souvenez-vous de la crise financière de 2008. Il y a eu crise financière, l'économie mondiale a reçu un choc, mais après, il y a eu relance économique. Donc, nous aurons relance économique, il y en aura. Il y a des moments où ça va aller, les effets du coronavirus seront anéantis. Vous revenez sur la mobilisation de ces 20 milliards. Ensuite, on va attirer les fonds bleus, les fonds verts, les fonds de partenariat forestier administrés par la Banque mondiale, les fonds pour l'investissement de la forêt, les programmes ONU-RED, suite à la gestion rationnelle des tourbières. Vous vous souvenez, vous avez suivi la vidéo, la RDC abrite la plus grande zone de tourbières dans le monde, M. Lumbala. Nous ne pouvons pas réaliser 43 millions de dollars par an.
Le secteur environnemental contribue à hauteur de 43 millions. Nous avons une manne que le bon Dieu nous a donnée, les tourbières. Gestion durable et rationnelle de ces tourbières, ça va nous attirer beaucoup de ces fonds-là que nous avons. Donc, somme toute, nous sommes capables d'arriver à plus de 20 milliards de dollars au-delà de 2023. Alors, à court, moyen et long terme, et puis dans une échéance qui est courte, pratiquement jusqu'en 2023. Hein, d'ici 2020 jusqu'en 2023. Parce que nous allons nous mettre au travail. C'est-à-dire que tous les acteurs du secteur forestier seront mis à contribution. Les acheteurs de crédits carbone, les fournisseurs de capitaux, les promoteurs de projets RED+, les communautés locales, les bailleurs de fonds, ceux qui amènent des fonds frais. Tous ces acteurs-là seront mis à contribution et trouveront leurs intérêts dans ces processus. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, c'est du gagnant-gagnant, comme on dit, win-win avec vos partenaires chinois. Tout à fait. Alors, un élément important, parce que l'actualité oblige, l'Allemagne devient un partenaire incontournable. Vous êtes informés, on a commenté avec vous la fois passée, le projet de l'hydrogène. Au niveau de l'embouchure, en 5 minutes, l'hydrogène capté au niveau de Mwanda, avant l'entrée du fleuve Congo dans l'océan, ça peut alimenter les États-Unis et l'Union européenne en autant d'années. Alors, vous nous dites, ici, on parle des milliards, dans les 40 milliards, 45 milliards. Est-ce que vous tenez compte de ce projet? Oui, c'est un bon projet, mais l'échéancier est long. C'est un projet c'est un processus d'ici à 2050, l'hydroélectricité. Le temps qu'on construise les barrages, on construise dans la ville de Banana, c'est un processus long. En attendant, là, le pays va gagner dans la mise en œuvre du projet RED+, avec les chiffres que je viens de donner. Justement, alors comment la République démocratique du Congo, votre pays, devra-t-il réaliser ses performances pour accroître son produit intérieur brut? Nous sommes là dans les impacts de retombées du RED+. Oui, très bien. Donc, on a évoqué tout à l'heure les impacts économiques, maintenant les impacts écologiques. Donc, il y aura réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. De ce fait, la RDC va constituer un puits net de carbone, de séquestration de carbone, ce qui permettra à la RDC de gagner beaucoup en compensation financière. Deuxième retombée, amorce des travaux d'afforestation et de reforestation de forêts dégradées. Les forêts qui seront dégradées, ça va conduire à des milliers d'emplois, 50 000 emplois qui seront créés par an. Dans l'amorce de ces travaux d'afforestation et de reforestation, 50 000 emplois par an qui seront créés. Ça, c'est sur le plan des retombées écologiques. Écologiques. Retombées écologiques avec une conséquence sociale, la création d'emplois. Ensuite, vous avez maintenant les retombées sociales, les impacts sociaux de ces programmes RED+. Nous avons un accroissement du rendement et de la couverture des besoins alimentaires. Actuellement, la situation alimentaire de la RDC est précaire. Donc, il y aura application du principe RED+, de développement durable et de sécurité alimentaire, donc par la campagne de la culture maraîchère. Donc, ce sont des produits qui sont cultivés pour être susceptibles d'être consommés localement. Donc, si ce programme est mis en place, il y aura réduction de 36% des personnes affectées par l'insécurité alimentaire. Deuxième retombée sociale, électrification des ménages. 5 millions de ménages seront électrifiés par an. De surcroît, il y aura baisse de la pression sur la forêt. Cette électricité? L'électricité viendra, n'est-ce pas, par la promotion des énergies renouvelables. L'éolien, les solaires, l'hydroélectricité, la biomasse, la biogaz et les biocarburants en milieu rural. Donc, ça va réduire la pression sur la forêt. 5 millions de ménages seront électrifiés. Ensuite, il y aura l'autre retombée sociale. Réduction des dépenses des ménages qui dépendent de l'exploitation minière et des hydrocarbures. Monsieur Lumbala, vous savez avec moi que les mines constituent un moteur de développement dans notre pays. 30% des contributions à notre PIB. Donc, ce développement peut avoir un impact majeur sur l'environnement, tel l'exploitation irrationnelle des ressources. Alors, RED+ va permettre à ce qu'il y ait réduction des dépenses des ménages. Environ 2 millions de ménages vont réduire leurs dépenses du côté des mines et des hydrocarbures. Et enfin,
La dernière retombée sociale, la création d'emplois en infrastructure et dans les domaines des transports. 10 000 emplois à créer par an. Donc voilà en gros les retombées dans une perspective de développement durable du RED+. Mais alors la formation doit être aussi anticipative et conséquente aux défis qui attendent le pays. Mais vos syllabus dans les universités restent les mêmes. Vous gavez les étudiants de ces théories, voilà, piquées par-ci, par-là. Et on n'est pas compétitif au XXIe siècle. Le Congolais n'est pas compétitif. On dit que les investisseurs viennent, mais s'ils vont venir, les Congolais sont des fainéants. Ils préfèrent les réseaux sociaux, ils préfèrent les anciens syllabus, comme on a les enseignements traditionnels. Comment nous devons être à la page? Mais ça, nous donnons l'exemple, nous avons commencé, M. Lumbala. C'est dont nous discutons là. Vous avez actualisé le syllabus? Ce sont des choses nouvelles. C'est un nouveau modèle d'analyse que j'étais en train de développer. C'est-à-dire que lorsque le droit est conçu, il ne s'applique pas tel qu'il a été conçu. Donc le droit subit des modifications dans ses modalités d'application. Le programme RED+ est conçu en Occident. Mais sa mise en œuvre doit être réalisée dans les pays du Sud, notamment en RDC. Donc, les RED+ doivent être tropicalisés, doivent être contextualisés à la lumière, voilà, à la lumière des traditions locales de la RDC. Ça, c'est un nouveau modèle d'analyse, là. On avance, là. Et voilà. Maloula, le feu cardinal, l'avait fait pour la messe, justement occidentale, qui a été africanisée. Il appelait ça l'inculturation de la messe zaïroise ou la messe catholique. C'est quand même un aspect important à rappeler. Nous allons donc bientôt atterrir. Quelle est donc la place du tourisme dans la contribution de la richesse du pays? Très bien. Parce que ce domaine, oui, nous allons vers la refonte gouvernementale. On va quitter cette architecture éléphantesque de plus de 60 ministères qui ne donnent pas grand-chose, peut-être à une trentaine. Alors, comment va-t-on faire si le tourisme, le développement durable, l'environnement et quoi encore, les forêts sont mis ensemble? Très bien. Une très bonne question, M. Lumbala. Dans le monde actuel, dans le monde postmoderne, le tourisme devient une industrie, un levier, un moteur, un pilier de développement économique. Mais dans notre pays, le tourisme peine à décoller et de devenir une industrie, un levier de développement économique. La contribution du tourisme au budget national est très faible. C'est combien? L'an dernier, le tourisme a contribué à hauteur de 0,7% au PIB de notre pays. Tous ces parcs nationaux, voilà. On en a beaucoup plus et des formidables parcs. Tout à fait. On a des réserves naturelles. Tout à fait. Ça ne rapporte rien. Voilà. Tous les bruits de l'ICSN. 36 millions de dollars, nous avons fait des calculs. 36 millions de dollars l'an dernier, contribution des secteurs touristiques. Alors que... Les maquelés de l'ICSN, là, c'est pour rien. Nous allons dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Au Brésil, premier poumon vert de la planète, le tourisme contribue à hauteur de 6 milliards de dollars l'an. L'année dernière, 2019, 6 milliards. Si nous allons en Égypte, la part du tourisme au budget national, c'est de 30 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Alors, pourquoi nous avons les mêmes défis avec ces pays-là? Les gens veulent bien revoir les pyramides, tout à fait. Revisiter les ténèbres, tout à fait. Les ténèbres du pharaon. Mais au Brésil, nous, on n'a pas des pyramides. Et au Brésil, nous avons les mêmes défis. On n'a que nos chefs traditionnels qui sont devenus plus politiciens que les politiques. Au Brésil, on a les mêmes défis. Je pars plus loin encore au Qatar, les pays Émirats Arabes Unis. Ils ont enregistré 5 milliards de dollars dans le secteur touristique et il y a des projections pour atteindre 11 milliards d'ici à 2023. Or, nous avons les mêmes défis avec le Brésil. Je disais tout à l'heure là, les bandits des favelas. Il y a une insécurité permanente au Brésil. Plus que même qu'à Kinshasa. Plus même qu'ici. Mais ils arrivent à réaliser 6 milliards de dollars l'an dans le secteur touristique. Vous avez dit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons des potentialités dans les domaines touristiques. Nous avons 1156 sites touristiques splendides, un fleuve majestueux. Nous avons de nombreuses cours d'eau, des lacs, une prédominance des reliefs et des volcans, une diversité culturelle ethnique, plus de 400 ethniques. Nous avons 9 parcs nationaux, dont 5 sont classés dans le patrimoine mondial de l'humanité. Et qui n'apportent même pas
même pas 100 millions de dollars au budget national. Tout à fait. Alors l'argent va où concrètement? Je ne sais pas. Même si on a organisé le secteur, mais les Congolais, il nous faut encore un peu le changement des mentales. J'ai une proposition, un plan de relance. Un plan de relance pour le tourisme. Première proposition, campagne de promotion à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à travers des bureaux de représentation du pays à l'étranger, par le biais des médias numériques, technologie de l'information et de la communication. Vendre la richesse touristique de notre pays à l'étranger et ici. Ça, c'est un. De deux, assouplir les conditions d'octroi de visa pour les touristes à l'étranger, pour qu'ils viennent visiter la RDC. Parce que si on assouplit les conditions, nous aurons plus de visiteurs, ça va rapporter plus d'argent dans le pays. Création d'emplois. 10 000 emplois qui seront créés dans le secteur touristique. C'est énorme. Des objectifs à court terme. Donc, de 2020-2021 à 2022, je préconise 500 millions de dollars avec ces plans de relance. 500 millions de dollars qui seront rentrés dans les caisses de l'État. Objectif à moyen terme, de 2022 à 2023, 800 millions de dollars. Et au-delà de 2023, nous aurons atteindre 5 milliards de dollars américains. C'est possible de le faire. Donc, les emplois qui seront créés sont toutes RAID Plus et le tourisme. J'ai fait le total, ça fait 90 000 emplois. Vous vous imaginez, M. Lumbala, ce que cela peut engranger dans les trésors publics en termes de fiscalité et parafiscalité. C'est-à-dire quoi? Chaque salarié devra payer son IPR, impôt professionnel sur la rémunération, de 15% mensuellement, chaque mois. Et ensuite, chaque entreprise paye son IBP. 15%, c'est pas quand même beaucoup. 15%, quand vous allez prélever 15%, après vous allez prélever la dîme, le fonds, vous allez rester avec quoi? Chaque salarié. Et chaque entreprise paye son IBP, impôt sur les bénéfices et profits, de l'ordre de 30% annuellement. Donc, ça va renflouer les caisses de l'État. C'est énorme. Alors là, il faudra qu'on ait vraiment, qu'on vive le vrai salaire qui signifie consommation plus épargne. Mais tout à fait. Pas le salaire des misères ici. Mais l'État doit diversifier son économie. Raison pour laquelle nous proposons ce genre de solutions à l'État. RAID Plus et le tourisme durable. Quand vous mélangez les deux secteurs, nous aurons 80 000 emplois qui seront créés et ça va booster la richesse de notre pays de près de 40%. Donc nous aurons plus de 25 milliards de dollars par an dans les deux secteurs d'activité dans notre pays. Donc ça va améliorer les conditions de traitement des communautés locales, des populations. Au niveau diplomatique, nos ambassadeurs, comment faire pour le remettre à niveau en termes de la vente positive du Congo, son patrimoine, ses richesses dans tous les domaines, même le tourisme. Qu'est-ce qu'il faudra concrètement faire pour un diplomate qu'on envoie dans un pays ou un autre représenter le Congo? Oui, j'ai proposé tout à l'heure la formation en numérique, là. La formation sur les technologies de l'information et de la communication. C'est très important. Et cette campagne, via les technologies de l'information, va révolutionner, va vendre notre richesse touristique à l'extérieur du pays. C'est très important. Mais mettre aussi à leur disposition des moyens. Il ne faut pas qu'ils soient dans les courses pour chercher le minimum vital, qu'ils rentrent à la centrale diplomatique et qu'ils fassent autant de mois en train de courir, 3 mois, 4 mois, pour que les fonds sortent ou payer, par exemple, les maisons d'ambassade, les charges, et ainsi de suite, même les salaires des diplomates. Hein, il faut le dire. Tout sera amélioré. Nos ambassadeurs, tout sera amélioré. Certains ont des sérieuses difficultés. Ça sera amélioré avec le nouveau plan de relance que nous proposons au pays. Donc, ce serait énorme. Il existe aussi une diplomatie environnementale. Tout à fait. Énorme, ça existe. Et cette diplomatie demande des hommes compétents et qualifiés pour le mener. C'est très important. Un message pour terminer. Vous avez 60 secondes. Merci beaucoup, M. Lumbala, pour le message de la fin. Chers compatriotes, le développement durable n'est toujours pas l'apanage des pays développés. Il est aussi pour les pays en développement, notamment la République démocratique du Congo. Donc, je propose le projet RAID Plus et le tourisme durable qui va faire accroître la richesse nationale de plus de 40%. Donc, nous aurons au total 25 milliards de dollars américains
par an. Donc sur le plan économique, il y aura croissance économique. Sur le plan écologique, il y aura réduction de l'empreinte environnementale. Donc nous allons sauver les forêts, préserver les forêts, gérer de façon rationnelle les tourbières. Et sur le plan social, il y aura création d'emplois, donc amélioration des conditions de vie des populations locales. Alors pour y arriver, j'en appelle à la conscientisation, à la moralisation de tous les intervenants, de tous les acteurs du secteur forestier, du secteur touristique, de s'y mettre à plus de responsabilités. Je pense que nous allons sauver notre pays et faire accroître la richesse nationale. Voilà l'approche que je propose à mon pays. Je vous remercie. Merci, M. Fimpa. Merci à vous également de nous avoir donné de votre temps. À très bientôt pour la suite de nos réflexions. Au revoir.